Ce n'est vraiment pas bon. C'est la pierre absolument parfaite, pour être la mauvaise. Tu pourrais le faire avec une pelle. On avait vraiment besoin de 10 secondes de plus. Je me suis bien amusé aujourd'hui, je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Aujourd'hui, Dust Ups est recouvert de 464 baignoires de terre exactement comme celle-ci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi et comment je pense que celles-ci seront essentielles pour établir la forêt désertique. Je vais essayer de répondre à certaines questions dont je sais qu'elles vont être posées. La première est, pourquoi ai-je utilisé une mini-pelle pour creuser autant de bassins de rétention sur une aussi grande superficie? Et qu'en est-il de ce projet de levée de terre en forme de L? Il semble avoir été abandonné. Pour répondre à cela, je dois partager l'une des situations les plus embarrassantes et éprouvantes que j'ai vécues jusqu'à présent pendant le projet Dust Ups. Si vous vous souvenez de Pedro Alfonso de l'épisode précédent, la conversation que vous allez voir avec Brandon a eu lieu juste quelques minutes après qu'il soit sorti des buissons. Il était assis dans les buissons en train de regarder, et il se trouve que nous nous sommes arrêtés juste devant lui. Je dois sortir de cette piste pour décharger. Je sais que la patrouille frontalière vient ici, donc tant qu'ils peuvent passer près de toi. Je veux dire, ils sont dans des véhicules tout-terrain, donc... Ouais, je sais pas, de toute façon tu vas devoir tourner avec cette remorque, donc c'est probablement mieux de le faire maintenant. Ouais, je veux dire, ouais, j'ai pas besoin d'aller plus loin, comme les patins. La route d'Oxford Canyon est étroite, et c'est comme ça sur probablement la moitié du trajet. Ou si tu descends ici avec une remorque de plus de 20 pieds et que tu as du poids dessus et que tu dois faire demi-tour. Ce n'est pas possible. Donc j'ai garé le camion et la remorque à l'endroit où je savais qu'on pourrait faire demi-tour, qui était en bas de la route. La seule façon de descendre et surtout de remonter cette rampe, c'était en 4 roues motrices. Brandon manœuvrait dans le lit de gravier quand il a soudainement remarqué du liquide hydraulique qui fuyait sur le sol du canyon. C'est un excellent exemple de pourquoi je voulais un opérateur d'engin avec plusieurs milliers d'heures d'expérience ici, et pas moi. Il a avancé la rampe suffisamment pour que je puisse sortir mon pick-up du canyon avec quelques coups de pelle en plus, mais il a remarqué qu'il perdait beaucoup de liquide hydraulique. Il a laissé une traînée sur le dernier quart de mile. On se dépêche de remettre cette machine sur la remorque parce que si elle reste coincée ici, ça va coûter une fortune. Donc je fonce pour aller l'aider et m'assurer qu'on la mette sur la plateforme avant que la situation n'empire. Ce n'est vraiment pas bon, il est coincé au milieu de la route. Je présume que tu n'as pas fait de pause, pipi. Non, j'ai ralenti. Ouais. Regarde, il continue de pleuvoir, ça ne s'arrête pas. Ouais, ça coule toujours. Je ne pouvais pas accélérer, alors j'ai pensé l'éteindre et le rallumer pour voir si ça repassait en mode rapide pour descendre vite. Maintenant, il ne démarre plus. Je sais que ça va arriver. Je ne peux pas imaginer comment cela aurait pu arriver autrement qu'avec une pierre remontée dans la chenille. Et qu'elle se soit coincée dans le tuyau, puis que la chenille l'ait déplacée d'une manière telle que... Ça a simplement arraché le tuyau. Ça a-t-il arraché le tuyau, ou plutôt il n'est pas arraché, il est pincé, ou bien il y a le rocher, voici le tuyau. Et c'est ce raccord-là, le tuyau a été poussé sur le côté là, c'est le raccord qui l'a fait. Je suis probablement juste en train d'abîmer encore plus de trucs, c'est vraiment coincé. C'est vraiment la pierre parfaite. Pour être la mauvaise, je le vois maintenant. C'est fini pour aujourd'hui, un échec total et absolu. On a essayé plein de façons d'économiser beaucoup d'argent à Alex, et maintenant on retourne chez Mike pour lui demander Big Bertha. Ça fait juste partie du voyage. Et même si je suis incroyablement frustré, si tu mesures mes progrès aujourd'hui, c'est un gros zéro. Rien n'a été excavé, on n'a pas récupéré le mini-chargeur. Mais je ne sais pas, j'ai une super équipe autour de moi. J'ai rencontré plusieurs locaux, ce qui m'a permis de mieux comprendre ce comté et ses rouages. Et même si je suis très frustré, que j'ai des coups de soleil et que je suis couvert de poussière de la tête aux pieds, d'une manière étrange, je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Je me suis vraiment bien amusé. C'est fou. Étrangement, je suis très reconnaissant pour cette expérience.
Même quand on a ramené le chat à l'atelier de Mike, il nous a fallu 1 heure et demie avec un marteau pneumatique pour décoincer ce truc. Il n'y avait aucune chance qu'on puisse déloger ce truc sur place. Mais ce qui a aussi compliqué les choses, c'est que j'ai appris plus tard grâce à Google que Caterpillar, ils sont vraiment connus pour avoir des raccords hydrauliques exposés entre le corps du skid et la chenille elle-même. Dieu sait pourquoi les ingénieurs ont décidé de les laisser là, à un endroit où les pierres peuvent les heurter. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première personne à qui cela arrive. Plus tard dans la soirée, nous avons amené la remorque aussi près que possible du chargeur sur chenille, puis nous avons ajouté l'huile hydraulique en pensant qu'il suffirait de le démarrer et de le monter directement sur la remorque. Ils nous ont donné 10 à 15 secondes de fonctionnement réel, c'était le résultat, mais il nous aurait vraiment fallu 10 secondes de plus. Nous avons réessayé ce matin sans succès, et maintenant la seule solution, c'est de retourner voir Mike, de lui demander d'apporter tous ses outils, ici avec nous. Avec un peu de chance, il pourra casser la roche coincée, nous donner assez de liquide pour monter cette chose sur la rampe et nous sortir d'ici. Je mène le convoi. Nous sommes 4, Brandon, Junior et Mike, qui sont dans Big Bertha. Mike et Junior ont été essentiels pour nous aider à organiser un plan d'action pour récupérer la chargeuse compacte, et nous sommes à environ 7 miles de la route principale, à environ 10 miles de la chargeuse elle-même, avançant à la vitesse fulgurante de 22 miles à l'heure. Tout le monde est prêt à récupérer cette machine et nous avons un excellent plan. Ce que nous allons faire, c'est mettre des barres d'acier sous la rampe et utiliser le treuil pour la faire monter sur des rouleaux afin de la placer parfaitement à niveau et exactement là où elle doit aller, directement sur la remorque. Tu as mentionné le sable, est-ce que c'est un problème, là où il se trouve ? N'arrête pas. On a réussi. Où est ce rocher dont on parle? C'est par ici, Mike. Bon, avant tout, voyons si on peut la démarrer, puis laisse-la essayer de purger, essaie de lever ton godet, et si ça marche, essaie juste d'avancer doucement. Si tu lèves le godet, que tu l'inclines et que tu appuies vers le bas, ça soulèvera l'avant. D'accord. Et ensuite, on soulèvera les rouleaux. D'abord, essayons de lever le godet. Très bien. Un dispositif de sécurité bloque tout mouvement en cas de niveau de liquide insuffisant. Laisse-moi aller me mettre en position. Troisième levier, tire-le à fond. Pas l'avant-dernier levier, mais celui juste avant. Tu vois les leviers derrière? Ils sont en train de les abaisser. Ah oui? Et il y a 4 leviers? 4. D'accord. Le troisième en partant de la gauche vers la droite. 1, 2, 3. Tu as celles qui sont coupées, là. Tu as découpé ou juste celle-ci. Juste celle-ci. Je pense que celle-ci fera l'affaire. Jusqu'au bout. Oui, enlève celle-là. Nous avons dû tirer un mini-chargeur de 5 tonnes avec un treuil de 15 tonnes, monté sur un très gros camion pour le mettre sur cette remorque. Leçon apprise, n'apportez pas de matériel sans un treuil suffisamment puissant pour le récupérer. Les barres à rouleau sont essentielles. Je n'ai pas d'huile hydraulique supplémentaire avec moi à montrer devant la caméra pour faire le malin, mais quand je viens avec du matériel, j'en prends parce que je ne veux pas revivre cette expérience.
Si vous avez une grande expérience dans la conduite d'engin, c'est une question sérieuse pour vous, car beaucoup m'encouragent à utiliser un bulldozer, mais vous venez de voir ce qui s'est passé avec un chargeur compact de 5 tonnes. J'ai vraiment peur d'amener un bulldozer de 10 ou 20 tonnes ici. Certaines parties de cette pente atteignent jusqu'à 35%, donc imaginons le bulldozer ici. Il est à 100 mètres de la route et il pèse 10 ou 20 tonnes. Comment le récupérez-vous ? Laissez des commentaires, pas seulement pour YouTube, mais parce que je veux vraiment savoir. Si vous pensez que je devrais utiliser un bulldozer, expliquez-moi pourquoi. Comment je vais le sortir d'ici quand il tombera en panne, jusqu'à ce que je trouve comment récupérer du matériel plus gros. Ce que j'ai maintenant, c'est un treuil de 6 tonnes, et je l'ai monté de façon à ce qu'il puisse glisser sur ce support que nous avons soudé sur cette remorque, où je peux aussi l'utiliser avec mon pick-up. Cette remorque aussi ne supporte que 2150 kg, donc tout cela a été conçu pour des équipements d'une certaine taille qui s'adaptent bien à mon Tacoma, que je peux transporter confortablement depuis un dépôt de matériel et que je peux récupérer. Mike ne nous a facturé que 700 $ pour ce dépannage, et c'est l'une des choses qui fait de lui un voisin exceptionnel. Il aurait pu complètement plumer Alex et moi sur ce coup-là, mais à la place, il a choisi de rendre service tout en demandant un prix extrêmement raisonnable, et c'est quelque chose que j'apprécie dans cette région. Ce que j'aime ici, ce sont les gens. La panne du mini-chargeur était finalement une bénédiction. Ça m'a empêché d'aller trop loin avec l'idée de la butte en forme de L. C'était une idée que j'ai longuement discutée dans l'épisode avec les entrepreneurs, et c'est là que les commentaires se sont vraiment enflammés, ce qui était la même conclusion à laquelle j'étais arrivé après tout cet incident avec le mini-chargeur. Vous avez vu ce qui se passe quand le matériel tombe en panne ici. Creuser des buttes dans ce lit de rivière serait horriblement cher. Il faut vraiment mettre beaucoup d'eau dedans pour vraiment pour bien le compacter. Tu sais, on peut construire ce que tu veux, mais je te le dis, tu as un bon concept pour la pluie, mec. Donc, on en a juste fait un. Par Rojas, c'était un petit talus. C'était petit, ils avaient de l'asphalte. C'est ça. Une forte pluie a emporté toute la rue. Tous ceux qui ont de l'expérience en excavation me disent que cette idée des bermes en forme de L va probablement échouer, donc je dois écouter, je dois la jeter à la poubelle, c'est ce que je déteste admettre, mais apparemment c'est là que cette idée doit aller. Je me suis engagé à apprendre devant la caméra. Je sais que certaines personnes seront probablement contrariées par un changement de plan, mais quand il semble que le plan ne va pas fonctionner, je préfère réussir plutôt que d'être têtu et d'imposer ma volonté. En ce moment, je suis assis au tout début de la première phase de la création de la forêt désertique. Parfois, tonton, je vois des commentaires qui accablent et qui demandent « Pourquoi ne plantes-tu pas d'arbres, Partlelopsae ?» J'espère que la réponse est évidente, car s'il n'y a pas d'eau, les arbres vont mourir. Quand tu es ici, il y a un plan de succession où sans eau dans le sol, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. C'est un projet sur 30 ans, c'est une démarche à long terme. Ma leçon tirée de l'idée des buttes, c'est que c'est beaucoup trop risqué, alors que les baignoires de terre, c'est littéralement l'opposé. C'est un trou, tu ne peux pas te tromper. Maintenant, tu pourrais le faire avec une pelle, donc nous avons creusé ces baignoires de terre dans un motif en damier, et lorsque celle-ci déborde, l'eau s'écoule en nappe et va dans cette baignoire de terre. Ce n'est que lorsque celle-ci est absolument pleine d'eau que l'eau commence à remonter, à inonder dans cette direction et à descendre la colline jusqu'à atteindre celle-ci, puis celle-ci déborde et l'eau continue vers la suivante, tout le long de la pente. Ainsi, tu peux voir qu'on capture des milliers, voire des dizaines de milliers de gallons d'eau par acre à chaque épisode de pluie. Et nous allons tout piéger sous le sol, là où l'eau ne peut pas s'évaporer. En ce moment, je suis assis dans beaucoup d'eau. En théorie, ces bassins de rétention devraient mener qu'au faveur de tiers de verge cube. Ils devraient faire 1 pied de profondeur, 6 pieds de long et 3 pieds de large, c'est malin, mais ce n'est pas un projet de construction de précision. Donc que ce soit une verge complète ou un tiers de verge, le but c'est juste de creuser un trou et de capter l'eau. La taille n'a pas vraiment tant d'importance. J'ai rempli cette baignoire de terre il y a environ 30 ou 40 minutes et comme tu peux le voir, toute l'eau a disparu. Ou pas. Cette eau s'est infiltrée dans le sol et pour l'eau qui s'infiltre à plus de 60 cm de profondeur, en gros, elle ne partira jamais.
Sur une pente douce comme celle-ci, le chargeur sur chenille est la meilleure option. Et la raison, c'est qu'avec un seul godet, que ce soit un demi-yard ou un yard entier, il peut en creuser un comme celui-ci. Alors qu'avec la mini-pelle, chacun de ces trous prend 20 à 22 pelletés, ce n'est pas la meilleure utilisation du temps, des ressources aux chalands ou du carburant. La vraie question, c'est comment creuser ces baignoires en terre sur des pentes raides comme celle-ci. En ce moment, la saison de la mousson arrive en juillet et en août, et je ne veux pas la rater. Je veux te prouver qu'avec cette année qui ressemble à une année El Niño, je vais vraiment capter l'eau que je dis que je vais capter. Et que ça se traduira par nettement plus de verdure que dans les environs. Je ne vois aucun problème à le faire à très petite échelle, sur quelques hectares, juste pour prouver le concept. Je sais que ça rend fou pas mal de gens du matériel de me voir louer des équipements au lieu de les acheter. Mais j'en profite pour essayer différents engins et voir ce dont j'ai besoin selon les situations. Donc si je suis sur une pente comme celle-ci, je veux une mini-pelle pour l'instant parce que je sais que je peux la récupérer, mais sur des pentes moins raides, je veux un chargeur à chenille, parce que la taille du godet par rapport au coût et au poids est idéale pour la taille des bassins de terre que je veux creuser. Cette vallée a des pentes allant jusqu'à 35%. Même si une mini-pelle de 2050 kg est super inefficace, je sais que je peux la récupérer. J'irai vraiment très loin pour éviter de revivre cette expérience avec la chargeuse, et c'est pour ça que j'adore la suggestion de mon ami Bobby. Il y a tellement de parallèles entre aller sur Mars et aller là-bas, tu vois, comme si la terraformation était nécessaire avec des infrastructures. C'est idéal pour tester ces théories. Il faut planifier et louer du matériel. Et au final, tu sais, ça finit par être plus difficile. Si seulement j'avais des petits robots faciles à reproduire, que mon fils de 7 ans pourrait soulever, même s'ils doivent se recharger 50 minutes chaque heure et qu'ils travaillent 10 minutes sur 10 heures, tu vois, s'ils font juste quelque chose en continu, on pourrait essentiellement les fabriquer ici. Transporte en 5, dépose-les. La prochaine fois que tu fais ça, même s'ils ne sont pas énormes ni lourds et sont faciles à manipuler, puis ils travaillent en continu. Tu sais, c'est un peu le rêve que j'ai. Et j'ai Starlink, donc je pense que je pourrais vraiment faire de l'excavation pour, tu sais, 20 $ par jour si j'avais un robot qui était assez lourd et électrifié. Tu n'as même pas besoin que ça aille vite, même si ça avance pelle par pelle, ce n'est pas grave. Exactement, je veux vraiment avoir des ingénieurs mécaniques et des ingénieurs logiciels sur ce projet. Mec, et si on faisait du crowdsourcing pour l'excavation, genre, allez, consacre 1 heure de ton temps. Songe à tous ceux qui s'intéressent à ce que tu fais. Tu as des abonnés incroyables, chacun peut apporter sa contribution. Ça pourrait vraiment être une histoire géniale. Tu veux le faire ? Absolument. YouTube regorge de chaînes radiocommandées de créateurs et d'une immense communauté, et une chose que j'ai remarquée à propos de ce public, c'est que beaucoup d'entre vous me ressemblent, et que vous venez du domaine de la tech. Maintenant, cela ne veut pas forcément dire ingénieur logiciel. Cela inclut aussi les ingénieurs traditionnels, les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs aéronautiques. Je pense que ce groupe a les compétences et le talent requis pour réussir un projet de drone. J'ai envisagé plusieurs idées, un hackathon, un serveur Discord, un groupe Facebook, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que je doive décider maintenant. Donc à la place, si vous êtes intéressé et que vous pensez avoir des compétences à apporter, nous serions ravis de vous accueillir. Vous avez une entreprise d'automatisation industrielle derrière vous, je pense que nous avons une cause très valable, et voyons si nous pouvons rassembler une communauté. Allez sur destupsrange.com, inscrivez-vous à la liste de diffusion et cochez la case pour indiquer votre intérêt pour le projet de drone. Voyons où cela mène. Pour commencer, organisons d'abord les bonnes personnes, puis élaborons le plan une fois l'équipe constituée. Merci d'y jeter un œil.